Grand B, le choc de la Première Guerre mondiale. Les normes de la société ont été bouleversées, femmes dominant le foyer, mort de masse, ou inversées, exaltation de la mort, haine de son prochain, meurtre jugé légal. Les combattants ont du mal à se réintégrer à la société civile de l'après-guerre et dans les pays vaincus ou mécontents des traités de paix, ils aspirent à une revanche qui commence par l'élimination de l'ennemi intérieur jugé comme responsable de la défaite. L'expérience de guerre engendra effectivement un profond traumatisme pour toute la population et plus particulièrement pour les soldats du front. Dans les pays vainqueurs ou satisfaits des traités de paix, la majeure partie de la population adhère aux thèses pacifistes. C'est ainsi qu'en France s'affirme le refus de tout conflit et la recherche permanente du compromis politique par le biais de la SDN incarnée par Aristide Briand. Ce positionnement est aussi guidé par l'isolationnisme américain et anglais qui prennent donc leur distance avec l'allié français, le laissant seul devant les réticences allemandes à appliquer le traité de Versailles. L'état-major, tenant compte de cet état d'esprit et fort de l'expérience de guerre, prône alors une stratégie purement défensive qui trouva son aboutissement par la constitution de la fameuse ligne Maginot. Une ligne de défense dont l'édification fut ralentie par la crise économique des années 30 et qui était inachevée lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les pays vaincus ou qui se sentent lésés par les traités de paix, le pacifisme reste un sentiment minoritaire. Le bellicisme domine. La population ne comprend pas les raisons de la défaite, la propagande a entériné l'image d'un soldat ou d'une armée invincible. Aussi, la défaite ne peut venir que d'une trahison intérieure. Communistes et juifs, corps désignés comme étrangers par les nationalistes, sont directement visés. L'expérience de guerre compose pour tout soldat un choc traumatique amplifié par la défaite, jugé comme injuste pour soi, mais aussi pour les camarades tombés au front. L'arrière, dont la normalité et la tranquillité supposées ont été fantasmées par le combattant, est l'objet de bien des désillusions au retour à l'arrière. La famille a appris à vivre sans eux. La population non combattante a du mal à comprendre leur récit, leur histoire de guerre. Le chômage touche durement l'Europe. Aussi, beaucoup ne se sentent pas considérés comme ils le devraient par une société de planqués et d'embusqués, jugés avec méfiance, voire avec mépris. Ayant vécu pendant 4 ans dans une société aux règles anormales, pratique de meurtre, violence, grande précarité physique et morale, omniprésence de la mort, quasi-absence de femmes, réapprendre les règles de la vie civile est chose difficile. La déprise de guerre se fait lentement, notamment pour les gens aigris qui ont trouvé dans la guerre un sens à leur vie, la discipline militaire, un ordre, une famille. La brutalité acquise au front ne disparaît pas avec le retour à l'arrière. On s'aperçoit que de nombreux combattants ont des formes de troubles psychologiques majeurs qui peuvent se manifester par des comportements ambivalents, voire contradictoires, isolement, frustration, repli sur soi, ou au contraire, extrême violence, exaltation, très grande brutalité pour régler un conflit même mineur. Cette violence apprise au front se transfère donc dans le champ civil de l'après-guerre. C'est ce que l'on appelle la brutalisation du soldat. Celui-ci ne réussit pas à réintégrer les normes normales de la société, à réintégrer les normes de la société. Cette brutalisation va se transférer dans le champ politique,
notamment avec la constitution de ligues paramilitaires dans lesquelles les soldats retrouvent une certaine forme d'unité et de camaraderie du front. Ces groupes, ces associations d'anciens combattants défendent d'abord leurs intérêts, mais dans les pays instables comme l'Allemagne ou l'Italie d'après-guerre, ils se constituent en véritables milices paramilitaires qui vont jouer un rôle politique majeur. Ils vont composer des groupes d'assassins et notamment on peut citer l'opération Consul qui mènera à l'exécution de Rathenau, jugé responsable du mauvais rationnement pendant la guerre. L'assassinat d'hommes politiques, notamment Rathenau, qui fut assassiné en 1925 par l'opération Consul. Mais ces groupes paramilitaires ont surtout pour tentation de mettre en place un coup d'État, de faire un coup d'État. On peut citer les casques d'acier en Allemagne, qui menèrent plusieurs tentatives de coup d'État en 1920 et 1921. Et bien sûr, celui qui passera à la postérité, les SA, les sections d'assaut d'un certain Röhm, dont le chef idéologique est un jeune caporal aigri de la Première Guerre mondiale, un certain Adolf Hitler. Ces Freikorps se retrouvent également sur le front de l'Est, où ils mènent des actions militaires extrêmement violentes en Pologne, ou contre la Russie, ou en Russie, où ils défendent les minorités allemandes contre... On les voit également en œuvre en Russie ou en Pologne, où ils se sont donnés comme mission de défendre les communautés germaniques, menacées par les Slaves, du moins le conçoivent-ils comme cela. Ils mènent une véritable chasse aux Juifs, mais aussi luttent avec l'armée polonaise contre les Russes dans la guerre qui opposa la Russie bolchevique à la Pologne entre 1918 et 1921. On voit donc une Europe extrêmement agitée, la paix des âmes n'est pas pour demain.